À 40 ans, John Lennon dévoile la face cachée du génie. Colère, vérité et solitude. Il était seul dans un studio new-yorkais étouffant. Les rideaux tirés, les amplis éteints. Le silence pesait plus lourd que le bruit. John Lennon, tourné vers la légende qu'il avait lui-même créée, se murmurait à voix basse, presque avec dégoût, « I hate what I've become ». L'homme que le monde entier appelait prophète de la paix, fondateur des Beatles, refusait désormais d'écouter la moindre note du groupe qui l'avait rendu immortel. Il ne supportait plus cette musique qui faisait pleurer des millions de fans parce qu'elle lui rappelait ce qu'il avait perdu. Et ce rejet ne s'arrêtait pas là. Au fil des années, Lennon avait attaqué avec une froideur presque clinique ceux que le public adulait. Les Rolling Stones, Led Zeppelin, les Bee Gees et même, surtout, son propre frère d'armes, Paul McCartney. Des phrases acérées, des sarcasmes américains, des critiques répétées, parfois obsessionnelles. Pourquoi tant de violence verbale? Était-ce de la jalousie, de la douleur, ou une tentative désespérée de préserver ce qu'il croyait être la pureté absolue de l'art? Avant d'être une légende, John Winston Lennon n'était qu'un enfant abandonné. Né le 9 octobre 1940 à Liverpool, en pleine Seconde Guerre mondiale, il grandit dans un monde déjà fracturé. Les bombes tombent sur l'Angleterre, mais chez Lennon, les silences font encore plus de dégâts. Son père, Alfred Lennon, marin de commerce, disparaît très tôt de sa vie. Il est là, puis plus là, présent par intermittence, comme un fantôme incapable de rester. Sa mère, Julia, fantasque, instable, aimante mais jugée inapte à l'élever, se voit retirer son fils. John est confié à sa tante Mimi Smith. Mimi est l'exact opposé de Julia, froide, rigide, droite comme une règle, peu portée sur les gestes tendres ou les démonstrations d'affection. Dans la maison de Mendips, John apprend très tôt à se taire, à observer, à encaisser. L'amour ne se dit pas, il ne se montre pas, il se retient. C'est là, derrière ses murs propres et silencieux, que Lennon développe ce qui deviendra sa signature. L'ironie comme bouclier, l'humour acide comme mécanisme de défense. Très jeune, il comprend que les mots peuvent faire plus mal qu'un coup de poing. Alors, il les aiguisine, il les polit, il les transforme en armes. Mais dans l'oubre, en cachette de Mimi, Julia continue d'exister. C'est elle qui lui apprend le banjo, elle qui lui fait écouter Elvis Presley, elle qui lui offre sa première guitare. Avec elle, la musique n'est pas une discipline, c'est une échappatoire, un espace de liberté totale. John est fendu en deux. Entre l'ordre rigide de Mimi et la liberté fantasque de Julia, une tension permanente s'installe, une fracture intérieure qui ne se refermera jamais. Puis, à 17 ans, tout s'effondre. Julia est fauchée par une voiture, conduite par un policier ivre. Mort absurde, brutale, définitive. Ce jour-là, quelque chose se brise à jamais chez Lennon. Ce n'est pas seulement un deuil, c'est une condamnation. Il développe une rage sourde contre l'injustice, contre la fatalité, mais surtout contre l'idée même de bonheur simple. Il se méfie désormais de tout ce qui promet le confort, la stabilité, la réussite heureuse. Pour lui, ces notions deviennent suspectes, mensongères. Il rejette les constructions sociales, les modèles de vie clés en main, les récits rassurants. Il refuse l'idée que l'existence puisse être lisse. À l'école d'art de Liverpool, Lennon ne cherche pas à séduire, il provoque, il méprise les professeurs, il rejette les conventions, il se moque ouvertement de ceux qui veulent réussir. La réussite pour lui est déjà une compromission. Réussir, c'est céder, c'est se trahir. C'est pourtant là que naît la graine du génie. Lennon n'écrit pas pour plaire, il écrit pour survivre. Ses premières compositions sont abruptes, dérangeantes, parfois maladroites, mais habitées d'une sincérité presque douloureuse. Elles attirent autant qu'elles repoussent. Il fascine, il irrite, il divise. Paul McCartney sera l'un des rares à décrypter son langage intérieur, à comprendre que derrière le sarcasme se cache une peur immense d'être abandonné une seconde fois. Mais même au début des Beatles, Lennon garde cette méfiance viscérale. Il se moque de ceux qui les comparent à des anges. Il sait trop bien ce qu'il porte en lui, des blessures mal cicatrisées, des colères enfouies,
une peur panique d'être enfermé dans un rôle. Le rôle du gentil garçon, le rôle du leader charismatique, le rôle de l'idole. Chaque fois que le groupe s'approche du succès, Lennon recule symboliquement d'un pas. Il cherche le contrôle, non pas pour dominer, mais pour ne pas être avalé. Il refuse d'être le pantin d'un système, même si ce système le nourrit. Ses premières interviews sont déjà teintées d'une lucidité glaçante. « We are more popular than Jesus », lâche-t-il en 1966. Le scandale est mondial, mais ce n'est pas une provocation gratuite, c'est un cri d'alarme. Lennon sent qu'on l'idolâtre pour de mauvaises raisons, et cela l'effraie. Il ne veut pas être aimé pour ce qu'il représente, il veut être entendu pour ce qu'il pense. Très tôt, il développe une aversion profonde à l'industrie musicale. Il parle d'industrie du faux, des producteurs, du marketing, des artistes formatés. Pour lui, la musique n'est pas un divertissement, c'est un combat. Et quiconque, selon lui, travestit cette vérité, même ses amis, devient une tarbe. Entre 1962 et 1969, le monde assiste à une révolution culturelle sans précédent. Les Beatles ne sont plus simplement un groupe, ils deviennent un phénomène planétaire, une religion pop, une voix qui résonne aux quatre coins du globe. John Lennon, malgré lui, se retrouve propulsé au rôle de prophète désigné, messager malgré lui d'une génération entière. Chaque album est un tremblement de terre. Please Please Me, A Hard Day's Night, Help, Rubber Soul, Revolver, SGT Pepper's Lonely Hearts Club Band, des millions de disques vendus, des foules hystériques, des tournées où les cris couvrent la musique, où chaque note semble engloutie par le vacarme des fans. Et Lennon regarde ce cirque avec un mélange d'étonnement, de cynisme et de détachement. Il compose, il joue, il rit devant les caméras, mais à l'intérieur quelque chose se fissure. L'homme qui riait de tout, qui moquait l'autorité, qui se croyait invincible, commence à se sentir prisonnier d'une image qu'il ne contrôle plus. L'humour noir devient plus mordant, les interviews plus acides, les mots qu'il prononce prennent d'une charge nouvelle, il blesse, dérange, provoque. Les chansons, elles aussi, changent. Nowhere Man, I'm Only Sleeping, Strawberry Fields Forever, derrière la mélodie pop se cachent des cris étouffés, des doutes, des douleurs à peine voilées. La musique devient un exutoire, un espace de vérité brute, où chaque note est un battement de cœur de son âme fracturée. Le succès, au lieu de le griser, l'oppresse. Là où Paul McCartney voit dans la célébrité une opportunité d'explorer, de séduire, Lennon y voit la déformation de la réalité, l'usure de l'authenticité. Il craint de devenir ce qu'il méprise le plus, un produit, un reflet vidé de toute substance. Et cette fracture entre vision artistique et marketing creuse peu à peu le fossé avec ses compagnons, mais surtout avec lui-même. Plus le groupe brille, plus Lennon ressent une solitude écrasante. La Beatlemania devient un monstre incontrôlable. Il s'intéresse alors à la spiritualité, à la méditation, au LSD, cherchant un moyen de transcender ce monde qu'il ne comprend plus. Puis il rencontre Yoko Ono, figure radicale et absolue, miroir de sa propre exigence. Elle incarne l'art pur, sans compromis, sans maquillage. Et dans ses yeux, Lennon retrouve l'absolu qu'il cherche depuis toujours. Mais autour de lui, l'industrie continue de tourner. La musique devient spectacle. L'émotion brute est remplacée par des constructions grandiloquentes. Et Lennon, qui a toujours défendu la vérité, sent le piège se refermer. Les Rolling Stones, trop calculés, trop performatifs. Led Zeppelin, des virtuoses de l'ego, masquant la vacuité derrière la technique. Les Bee Gees, trop sucrés, trop parfaits, manquant de chair, de sang, de vraie souffrance. Chaque groupe qu'il observe devient un miroir de ce qu'il redoute. La trahison de l'art, la superficialité, le faux. Et puis il y a Paul. Paul, son frère de combat, son double inversé. Paul, toujours souriant, toujours efficace, toujours droit. Avec Wings, Lennon perçoit une trahison pure, non envers lui, mais envers l'esprit des Beatles. Et cette trahison le pousse à attaquer frontalement. Plus de sous-entendus, plus de métaphores. Des chansons comme How Do You Sleep deviennent des missiles. Il critique, ironise, détruit les illusions, mais surtout il se confronte à son propre passé, à ses propres blessures. Derrière chaque attaque, il y a une peur, celle d'avoir vendu une part de lui-même, celle d'avoir trahi le jeune garçon de Liverpool qui voulait hurler sa vérité à la face du monde. Alors que le monde exulte devant chaque tournée, chaque succès, Lennon creuse son isolement. Les interviews deviennent des champs de bataille. Il se moque, provoque, sabote certains concerts. « We're only a mirage », dit-il. «
ou encore Rock is dead once you start selling it. Ces mots frappent autant qu'ils interrogent. Derrière la provocation, il y a une logique. Réveiller un système, dénoncer l'art falsifié, rappeler que la vérité est douloureuse et que le génie sans intégrité est vide. Lennon ne critique pas seulement les autres, il commence à se déconstruire lui-même. Chaque mot, chaque chanson, chaque phrase acide est un miroir brisé où se reflète sa propre peur, son propre désarroi. Il veut comprendre, survivre, résister. La célébrité, pour lui, n'est jamais un triomphe, c'est une prison dorée. La séparation officielle des Beatles en 1970 n'est pas un choc pour Lennon. C'est une délivrance. Pour lui, le groupe était devenu une machine à produire des hymnes, à emballer des millions d'âmes dans des rythmes calibrés. Il sort abîmé, méfiant, presque vidé de lui-même. L'homme qui avait fondé l'un des phénomènes les plus extraordinaires de l'histoire de la musique se retrouve seul face à son reflet, face à ses fantômes, face au vide qu'il n'avait jamais voulu regarder. Musicalement, il se tourne vers ce qu'il appelle la vérité nue. Plastic Ono Band devient sa confession ultime. Les albums ne sont plus des produits culturels, mais des champs de bataille intérieurs. Chaque note hurle une douleur accumulée depuis l'enfance, depuis Liverpool, depuis Julia, depuis chaque trahison et chaque abandon. Dans Mother, il chante « Mother, you had me, but I never had you ». Ces mots ne sont pas seulement des paroles de chansons, ce sont des coups de poing, des cicatrices ouvertes à l'auditeur, une thérapie criée à travers des amplis. L'homme, déjà célèbre, s'ignore encore plus, se met à nu, refuse tout filtre, toute beauté artificielle. Mais cette radicalité choque. Le public, habitué à l'éclat solaire des Beatles, se détourne parfois, perplexe. Les critiques ne savent plus comment l'atteindre. Certains le traitent d'égocentrique, d'autocentré, de destructeur. Lennon, lui, accuse le monde de n'avoir jamais voulu voir l'homme derrière l'icône. Chaque geste est scruté. Chaque mot devient une arme. Quand il critique Paul, il est jalousé. Quand il soutient Yoko Ono, il est traité de traître. Quand il exprime des idées nouvelles, il devient subversif. Il quitte alors l'Angleterre pour New York, cherchant l'anonymat, mais même là, il reste une cible. Le FBI le surveille. Nixon veut l'expulser. Lennon se sent traqué, menacé, prisonnier de la célébrité qu'il fuit. Sa vie devient erratique, instable. Il boit, il se dispute, il disparaît pendant des jours, il coupe les ponts, puis rappelle ses amis au milieu de la nuit. Il hurle dans les studios, détruit du matériel. La violence, pour lui, est parfois l'unique langage encore capable de révéler quelque chose de vrai. Cette période culmine avec ce qu'il appelle son Lost Weekend, une séparation temporaire d'avec Yoko entre 1973 et 1975. Los Angeles devient le théâtre de ses excès. L'alcool, les fêtes, les disputes publiques, tout y passe. Mais au cœur de ce chaos, une lumière vacille encore. La naissance de son fils, Sean, en 1975, marque un tournant. Lennon disparaît des radars médiatiques, choisit le silence volontaire, 5 années, sans album, sans interview, sans tournée. Le monde croit à sa fin, mais en réalité, il se reconstruit. Pendant ces années, il devient père à temps plein. Il prépare des repas macrobiotiques, apprend à coudre, écrit dans des carnets qu'il ne publiera jamais. Il tente de réparer l'homme qu'il a été, mais la colère ne disparaît jamais complètement. En privé, il critique encore les artistes qui montent, raille les tendances disco, se moque de l'aspect aseptisé de la pop contemporaine. Elton John, Bob Dylan, les Bee Gees, tous deviennent à ses yeux les reflets de ce qu'il redoute, de ce qu'il ne veut pas devenir. La musique moderne est brillante, mais vide, collante comme du sucre trop cuit. Elle colle, elle brille, mais elle ne nourrit pas l'âme. En 1980, après ces années de silence, il revient avec Double Fantasy, un album partagé avec Yoko Ono. Le disque est doux, apaisé, presque fragile. Certains y voient une réconciliation avec lui-même, d'autres un abandon. Mais derrière les sourires des photos promotionnelles, le malaise reste. Lennon a 40 ans. Il sent le monde courir trop vite. Il sent la musique lui échapper, les jeunes artistes l'éclipser. Il confie à un ami « J'ai arrêté de courir après la vérité. Peut-être que je suis trop fatigué maintenant. » Dans ses dernières apparitions publiques, son désenchantement est palpable.
Il parle de sa peur de vieillir, de devenir une statue figée dans les souvenirs des autres, de voir son image falsifiée. Il sait que l'homme derrière l'icône est désormais invisible pour la majorité. Et puis, le 8 décembre 1980, tout s'arrête. Devant le Dakota Building, à New York, 5 balles frappent le corps de John Lennon. L'artiste s'effondre. Yoko hurle. Le monde s'écroule. Le génie est mort, mais le débat sur l'homme, lui, continue. Dans la mort, Lennon devient exactement ce qu'il redoutait le plus, une image figée, un mythe aseptisé. Pourtant, pour qui sait tendre l'oreille, pour qui gratte entre les lignes, il reste un homme furieux, complexe, incapable de tricher, même au prix du chaos. Ses dernières confessions montrent qu'au fond, derrière ses critiques contre Paul, les Rolling Stones, Led Zeppelin ou les Bee Gees, il y avait surtout une angoisse intime, celle d'avoir lui-même trahi la vérité. Dans un enregistrement retrouvé en 2004, il murmure « Tout ce que j'ai attaqué, c'était ce que je craignais de devenir ». Une phrase simple, dévastatrice, qui dévoile enfin le sens de ses excès, de sa colère, de ses contradictions. Dans ces dernières années, John Lennon ne cherche plus à attaquer pour dominer, ni à provoquer pour exister. Il cherche à comprendre, à mettre en mort ce qui le ronge depuis toujours. Pourquoi cette obsession de la pureté ? Pourquoi cette rage sourde ? Pourquoi la douleur semble-t-elle être devenue sa compagne constante ? Il écrit, il note, il confie à des amis que le succès n'est pas ce qu'il croyait. Il ne veut plus plaire. Plaire, pour lui, c'est trahir. Il observe le monde de la musique, la production calibrée, la superficialité omniprésente, et chaque nouveau groupe qui monte le renvoie à sa propre peur, celle d'avoir été avalé, d'avoir cédé à ce système qu'il méprise tant. Ses critiques contre Paul, contre les Stones, contre les Bee Gees ou Led Zeppelin, ne sont plus de simples règlements de compte ou de la jalousie masquée. Elles sont un langage codé, une confession déguisée. Il attaque les autres pour exprimer ses propres déceptions, pour dénoncer la fausseté, mais aussi pour tenter de ne pas devenir ce qu'il reproche aux autres. Le reflet qu'il voit dans chaque groupe émergent, dans chaque tube aseptisé, c'est celui de sa propre crainte, être réduit à un produit de consommation, un mythe sans chair ni sang. Cette lucidité, il la porte jusqu'à ses confidences les plus intimes. Dans l'entretien accordé à Playboy en 1980, quelques semaines avant sa mort, il déclare « Je suis un homme qui s'est battu contre son reflet. Je suis mon propre ennemi. » Soudain, tout s'éclaire. Les insultes contre McCartney, les piques lancées aux Stones, les moqueries envers les Bee Gees ou Led Zeppelin, ce n'était pas seulement de la provocation ou de l'orgueil, c'était la manifestation d'une impuissance, d'un combat contre lui-même, contre ses peurs, contre ce qu'il percevait comme une trahison intérieure. Pour Lennon, le jeune garçon de Liverpool, celui qui rêvait de hurler sa vérité à la guitare, était mort le jour où les Beatles avaient signé leur premier contrat. L'homme adulte se rend compte qu'il a vendu une partie de lui-même. Et cette perte nourrit chaque critique, chaque colère, chaque doute. Paul McCartney, souriant, efficace, professionnel, devient le miroir d'un idéal inaccessible, celui d'un monde où tout est simple, poli, parfait. Alors que Lennon doute de tout, de son art, de ses choix, de sa légitimité à exister hors du mythe qu'il a créé. Dans ses carnets jamais publiés, il écrit « Je crie, mais on m'entend comme une pub. Je compose, mais on me vend comme une icône. Je suis défiguré par l'admiration. » Chaque mot est une confession. Chaque phrase est un miroir brisé, reflétant les fragments d'un homme qui tente de comprendre sa propre colère, ses exigences, sa peur de trahir l'art qu'il aimait tant. Mais au-delà des regrets, il y a encore cette étincelle. Même dans les derniers mois de sa vie, Lennon reste un combattant. Il n'a pas renoncé à la vérité. Il veut rester fidèle à lui-même, même si cela implique de déranger, de choquer, d'être incompris. Loin de la réconciliation facile, loin du confort du mythe, il cherche l'authenticité jusqu'au dernier souffle. Et puis, le 8 décembre 1980, devant le Dakota Building à New York, la violence met un terme brutal à ce combat. 5 balles. L'homme s'effondre. Yoko hurle. Le monde s'écroule.
Lennon n'est plus. Les hommages affluent. Les radios passent en boucle Imagine, Come Together, Instant Karma. On pleure le génie, l'icône. Mais combien se souviennent de l'homme fragile, rageur, déchiré, obsédé par la vérité? Peu, car il est plus facile d'aimer un mort poli qu'un vivant furieux. Pourtant, si l'on gratte la surface, si l'on écoute entre les lignes, on entend encore la voix de Lennon. Cette voix qui dérange, qui ne flatte pas, qui refuse de mentir. Cette voix qui rappelle que le succès peut être une prison, que le génie n'est rien sans intégrité, que derrière chaque mélodie qui berce, il peut y avoir une rage sourde, une exigence absolue de sincérité. En attaquant les autres, il cherchait à réveiller un système endormi. En s'attaquant à lui-même, il dénonçait les dérives de la gloire. En critiquant McCartney, les Stones, les Bee Gees ou même les Beatles, Lennon posait la question que peu osent poser. Peut-on rester vrai dans un monde qui exige que l'on joue un rôle? Et cette question résonne encore aujourd'hui. Dans un univers saturé d'images, de faux-semblants, de productions calibrées, la voix de Lennon grince toujours. Elle dérange parce qu'elle ne ment pas. Elle rappelle que l'art authentique exige un prix, que le talent seul ne suffit pas, que l'intégrité, la vérité, le courage de se confronter à soi-même sont parfois plus importants que l'amour du public. À la fin de sa vie, Lennon n'avait plus de certitude. Il n'avait que des doutes, des regrets, des intuitions inachevées. Et c'est peut-être cela le véritable courage artistique. Oser ne pas savoir, oser se tromper, oser heurter, oser être imparfait. Il n'a pas eu le temps de tout dire, il n'a pas eu le temps de réparer, ni de pardonner, mais il a eu le courage de briser le miroir. Et cette fracture, cette faille dans le reflet parfait de la pop culture, continue de vibrer à travers les décennies. Elle rappelle à tous que derrière l'icône immortelle se cachait un homme entier, complexe, furieux, fragile et inassablement humain. Ya.